Je me souviens de ce mois de mai où les Français m'ont choisi comme président de la République. C'était il y a 5 ans. C'était hier. C'était dans mon cœur il y a 5 minutes. À l'instant même, je m'en souviens, j'ai senti sur mes épaules le poids de la charge, le poids de la fonction, le poids des responsabilités. Je n'ai pas eu de crainte, je m'étais préparé, je savais qu'il y aurait des tempêtes, des épreuves, des montagnes à gravir, mais je n'imaginais pas ce soir-là combien la réalité allait dépasser ce pressentiment. Jamais, jamais le monde n'allait connaître une telle succession de crises si violentes, si universelles, si longues. Je ne l'imaginais pas ce soir de mai 2007. Et de cette succession absolument ininterrompue de tornades, j'ai appris. J'ai appris que le président de la République était comptable des joies et des peines des Français, qu'il devait les prendre en compte, qu'il devait s'en imprégner et qu'il devait s'extraire de tout le reste. J'ai appris que le président de la République est plus attaqué, caricaturé, critiqué que n'importe qui d'autre, qu'il fallait l'accepter et surtout qu'il fallait tenir. Tenir encore, tenir toujours, tenir envers et contre tout. Tenir, car si le président de la République ne tient pas, c'est tout l'édifice qui menace alors de fissurer. J'ai appris que le président de la République est pour beaucoup de Français l'ultime recours vers lequel ils se tournent lorsqu'ils ont épuisé tous les autres, qu'il doit être disponible à tout moment. J'ai compris que la volonté ne pouvait pas tout, parce qu'il y avait des souffrances que l'on ne pouvait pas apaiser, parce qu'il y avait des colères que l'on ne pouvait pas calmer, parce qu'au fond, il y avait des injustices que l'on ne pouvait pas réparer. Je pense à l'ouvrier dont l'usine ferme et dont on n'a pas réussi à sauver l'emploi. Je pense à la victime à laquelle on ne peut pas rendre justice. Je pense aux familles d'otages assassinés par des terroristes barbares et lâches. Je pense à nos jeunes soldats morts pour la France. Je pense aux enfants de policiers tués en faisant leur devoir. J'ai compris, mes chers amis, j'ai compris devant les cercueils couverts du drapeau tricolore, alignés dans la cour des Invalides, que la responsabilité du président de la République ne ressemble à aucune autre. Il m'est même arrivé ce jour-là de penser que cette responsabilité était inhumaine. J'ai compris. J'ai compris que le président de la République devait assumer la dimension tragique de l'histoire et qu'au fond, rien ne pouvait y préparer avant de l'avoir vécu. J'ai appris l'humilité devant ce que la vie avait pris et que je ne pouvais pas rendre. Cela ne m'a pas découragé, car j'ai compris que les Français attendaient de moi autant
une obligation d'engagement que de résultat, que les Français seraient scandalisés de me voir renoncer, qu'ils voulaient que nous tentions l'impossible chaque jour, chaque semaine, chaque minute, et que les Français n'accepteraient de ma part aucun calcul, aucune hypocrisie, aucune lâcheté. Je savais dès le début que le calcul, l'hypocrisie et la lâcheté m'étaient interdites. J'ai compris l'importance l'importance symbolique de la parole présidentielle, son poids, la nécessité qu'elle rassemble parce que le président est celui qui incarne l'unité de la nation, sa continuité, sa présence sur la scène du monde, élu de toute la nation, placé par le suffrage universel au-dessus des partis. Le président de la République doit s'interdire tout esprit partisan, tout esprit de clan, tout sectarisme. Le président de la République doit être libre, libre de toute appartenance, de toute idéologie, de tout systématisme. Il ne doit incarner que l'intérêt général. C'est son ascèse, c'est sa référence ultime, c'est sa singularité. Dans notre pays où les clivages sont si marqués, les passions si vives, il est essentiel que le président de la République ait la sagesse de ne pas s'entourer que de ses seuls partisans, de ne pas récompenser que ses seuls ennemis, de ne pas chercher à nommer que ceux qui ont toujours été ses affidés ou en accord avec lui. La France, pour être forte, a besoin de tous ses talents, et tant mieux si ces talents viennent d'horizons multiples. Il ne faut pas craindre cette richesse. Elle est créative, elle est nécessaire. Nous n'avons pas peur, car nous sentons fort. Voilà la réalité du message aujourd'hui de Villepinte. Alors je sais, j'ai pu décevoir les ambitions légitimes de certains de mes amis. Mais s'ils m'en veulent, c'est qu'ils n'ont pas compris que le président de la République n'a de compte à rendre qu'aux Français. Mes chers amis, vouloir exclure des postes de responsabilité de la fonction publique ceux que l'on désigne à l'avance comme ses adversaires, pour n'y nommer que les membres de son clan, vouloir s'accaparer l'État, c'est l'exact contraire de ce qu'a voulu le général de Gaulle avec l'élection du président de la République au suffrage universel. Quand on parle et qu'on agit contre une partie de la France, on n'est pas digne d'être le président du peuple de France. J'ai appris des blocages auxquels j'ai été confronté avec François Fillon, à qui je veux redire mon amitié. Nous les avons surmontés. Oh, ce ne fut pas toujours facile. Durant ces 5 années, il y a eu des tensions. Mais à vous, peuple de France, je veux le dire,
Durant ces 5 années, jamais nous n'avons reculé lorsque nous estimions que l'intérêt supérieur de la nation était en cause. J'ai compris d'ailleurs que les vrais blocages ne viennent pas du peuple français. Ils viennent de certains syndicats, de certaines organisations, de certains corps intermédiaires, j'ai dit certains, qui ont intérêt à l'immobilisme, qui ont intérêt au conservatisme, par crainte d'un monde nouveau qui verrait diminuer leur influence. C'est la vérité. Et comme toute vérité, elle mérite d'être dite. J'ai acquis la conviction que pour les 5 années qui viennent, le président de la République devait rendre la parole au peuple quand celle-ci serait confisquée. La France ne peut se permettre de différer les grandes décisions. Je solliciterai donc l'avis des Français par référendum chaque fois que quiconque essaiera de parler en leur nom au service d'intérêts qui ne seraient pas ceux de la nation tout entière. J'ai compris dans la crise la force de notre modèle social qui a permis à la France de résister mieux que les autres aux chocs terribles qui ont ébranlé le monde. Notre modèle social fait partie de notre identité. Il nous protège parce qu'il nous unit. L'affaiblir, c'est affaiblir la France. Mais l'affaiblir, c'est par lâcheté renoncer aux réformes qui, seules aujourd'hui, lui ont évité la faillite. J'ai compris l'attachement des Français au modèle républicain, à l'égalité des droits et des devoirs, à la possibilité donnée à celui qui n'a rien de devenir quelqu'un par son seul mérite. Et c'est dans cet attachement à la République que s'enracine le refus du communautarisme qui est tellement étranger à notre histoire, à nos traditions, à nos valeurs, à notre identité. Je serai celui qui refusera en France toute dérive communautariste. Je veux être le président qui dira aux Français que la République n'appartient pas au passé, qu'elle est notre avenir, parce qu'au final, elle est le nom que nous donnons à notre volonté de vivre ensemble. J'ai appris à quel point les Français sont généreux, sont accueillants, prêts à partager, à être solidaires. En allant à votre rencontre depuis 5 ans au milieu des pires épreuves, jamais je ne vous ai vu tenté par l'égoïsme, par le repliement sur soi, par le rejet de l'autre. Je n'ai pas vu, je le dis aux observateurs, je n'ai pas vu une France de droite, je n'ai pas vu une France de gauche, je n'ai pas vu une France du centre. J'ai entendu le peuple de France, uni, unanime, autour de la même exigence que pour les 5 années qui viennent, la responsabilité soit au rendez-vous de la solidarité, que les devoirs accompagnent les droits, que celui qui n'a jamais travaillé et jamais cotisé ne gagne pas davantage que celui qui a travaillé et cotisé toute sa vie. Ce n'est pas la France de droite, ce n'est pas la France de gauche, c'est la France unie qui demande cela. J'ai entendu le peuple de France demander que le profiteur, demander que le tricheur, demander que le fraudeur soit puni parce qu'ils veulent l'argent des Français qui travaillent et parce qu'ils prennent à ceux qui ont besoin de la solidarité nationale. Ce n'est pas un camp contre l'autre.
Ce n'est pas un camp qui voudrait imposer sa volonté à un autre. C'est le peuple de France qui veut être entendu et qui en a assez qu'on parle tellement mal en son nom. En tant que président de la République vers lequel tous se tournent quand il faut réparer une injustice, j'ai compris combien était fort dans notre pays le rejet de ce qui n'est pas juste. Les Français n'acceptent pas l'injustice, mais les Français ne veulent pas davantage du nivellement et de l'égalitarisme. La justice, c'est l'égalité des chances. Les Français ne veulent pas des revenus exorbitants du spéculateur, mais les Français exigent la récompense du mérite, la récompense de l'effort, la récompense du talent, parce que les Français n'ont pas peur du talent, du mérite et de l'effort. Les Français ne veulent pas que l'argent domine tout, parce que ça ne serait pas juste. Mais les Français respectent la réussite lorsqu'elle est la reconnaissance d'un talent exceptionnel et qu'elle s'accorde avec l'utilité sociale, parce que c'est juste la réussite quand elle est méritée. Les parachutes dorés pour les chefs d'entreprise qui ont échoué, les bonus invraisemblables de la finance, les rémunérations qui augmentent démesurément en haut de l'échelle, alors que la crise impose des sacrifices au plus grand nombre en bas. Les Français considèrent que c'est injuste, et ils ont raison. Mais l'assistanat, qui rapporte davantage que le travail, le bénéficiaire d'une allocation qui ne cherche ni travail ni formation, l'étranger qui vient en France pour le seul attrait de nos prestations sociales et qui ne respecte pas la France, cela aussi les Français considèrent que c'est une injustice. Nous sommes le peuple de France qui dénonce l'injustice, mais alors il faut dénoncer toutes les injustices, pas simplement une partie des injustices. J'ai appris que lorsque l'on est président de la République, on n'est pas seulement en charge des intérêts nationaux, on a une responsabilité plus grande. Au milieu de toutes les crises qui, depuis 5 ans, se sont abattues sur le monde et sur l'Europe, j'ai vu tant de peuples attendre que la France prenne l'initiative et montre le chemin. Dans la crise financière, dans la crise économique, dans la crise de l'euro, en Géorgie, en Côte d'Ivoire, en Libye, innombrables étaient ceux qui, dans le monde, qui ont placé leurs espoirs dans la France. Que va dire la France? Que va faire la France? J'ai compris, cher Alain, à quel point notre place est singulière. Et lorsque la France ne dit rien, lorsque la France ne fait rien, elle déçoit tous ceux qui l'aiment et qui savent que si la France ne parle pas, que si la France n'agit pas, personne ne parlera, personne n'agira à la place de la France. Et souvent, depuis 5 ans, j'ai pensé à la phrase de Malraux. Il y a des pays comme la France qui sont grands lorsqu'ils le sont pour les autres. La France est la France quand elle se bat pour ses valeurs. Elle doit être du côté des peuples. Elle doit être du côté de la liberté. Elle doit être du côté de la justice. La France s'est battue pour la liberté du peuple libyen. Quand les avions français ont survolé la ville martyre de Benghazi, j'étais sûr que la France était alors à la hauteur de son histoire. Aujourd'hui, la France doit être aux côtés du peuple syrien. C'est la place de la France. C'est son devoir. C'est sa responsabilité. Oserais-je le dire? C'est son rôle. Nous voulons que les massacres cessent. Nous réclamons la création de couloirs humanitaires. Trop d'innocents sont morts et je le dis comme je le pense, les assassins devront rendre
des comptes. La France sera intransigeante pour défendre la sécurité d'Israël. Israël, ce miracle de la volonté et de la démocratie. La France exigera avec la même force un État pour le peuple palestinien. Parce que partout, absolument partout, où la paix est en jeu, la France a un rôle à jouer. La France défendra partout le droit des femmes, car l'égalité entre les sexes est un principe universel sur lequel nul dans le monde n'a le droit de transiger. La France défendra partout la liberté religieuse et notamment le droit des chrétiens d'Orient à vivre en paix. Mes chers amis, ce sont les mêmes principes, les mêmes valeurs qui m'ont conduit à prononcer les mots que j'ai prononcés pour apaiser des mémoires blessées. La mémoire blessée de nos compatriotes rapatriés qui ont beaucoup souffert. La mémoire blessée des harkis qui ont été abandonnés. La mémoire blessée des Arméniens qui se sont sentis bafoués. La mémoire blessée des Français d'outre-mer, si douloureusement marqués par le souvenir atroce de l'esclavage, auquel j'ai voulu rendre justice en faisant rentrer au Panthéon Aimé Césaire, le poète qui avait le mieux défendu la dignité des Français d'outre-mer. On ne transige pas avec ces principes, on ne les divise pas, on ne les négocie pas. En tant que président de la République, j'ai appris que le destin de la France se jouait en même temps à l'intérieur et à l'extérieur. Mes chers amis, entre la scène mondiale, la scène européenne et la scène nationale, il n'y a plus aucune cloison, il n'y a plus aucune séparation. J'ai touché du doigt cette réalité. C'est une seule et même politique qui doit être conduite au-dedans et au-dehors, avec des moyens différents, certes, mais avec les mêmes objectifs et la même détermination. C'est la même crise qui nous frappe et qui frappe l'Europe et qui frappe le monde. Dans le monde tel qu'il est, décidé pour nous-mêmes et décidé avec les autres ne peuvent être que les deux faces d'une seule et même politique. S'isoler du monde, se barricader derrière ses frontières serait une folie. Que dirions-nous aux 7 millions de Français qui travaillent pour l'exportation et qui perdraient leur emploi? À quel déclin serions-nous condamnés si les hommes, si les idées, si les produits cessaient de circuler? Mais tout ouvrir, comme si la compétition était loyale, comme si la réciprocité était la règle, en renonçant à défendre ses intérêts, ses emplois, son mode de vie, son identité, sa cohésion sociale, serait une autre folie. J'ai acquis une certitude que je veux vous faire partager avec une certaine gravité. Si rien ne change, les peuples d'Europe ne supporteront plus longtemps les conséquences d'un laisser-faire absolument dévastateur.
Si rien ne change, les mêmes causes produiront les mêmes effets et nous aurons d'autres crises. Mais cette fois-ci, les États n'auront plus les moyens de maîtriser. Et les conséquences de ces futures crises, si rien ne devait changer, conséquences sociales, conséquences humaines, conséquences politiques, risqueront de nous conduire pas à pas sur le chemin tragique que le monde emprunta lors de la Grande Dépression des années 30. Si la France était restée en retrait, si elle ne s'était pas engagée, si elle ne s'était pas battue pour que les idées changent, pour que les comportements changent, si la France n'avait pas cherché à convaincre, à entraîner, il n'y aurait pas eu le G20. L'Europe aurait répondu à la crise financière en ordre dispersé. L'Europe, je le dis parce que c'est la vérité, se serait disloquée. Il n'y aurait pas eu d'accord pour sauver la Grèce. L'euro aurait disparu. Les Français auraient perdu leur épargne et leur pouvoir d'achat se serait effondré. Voilà à quoi nous avons échappé parce que nous avons pris le risque de l'action. Mais la vérité que je veux vous dire ce soir, c'est qu'en se battant pour les autres, contrairement à ce que disent ceux qui parlent si mal de la France, en se battant pour les autres, la France s'est battue pour elle-même. Voilà la réalité, la même politique. En dehors est la même politique, dedans, c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. En se battant pour les autres, la France s'est protégée, la France a résisté, la France n'a pas été emportée comme tant d'autres l'ont été parce que la France a tenu. Voilà la vérité de ce que nous venons de vivre. Pendant 5 ans, mes chers amis, j'ai fait de mon mieux pour protéger les Français de toutes ces crises. J'y ai mis toutes mes forces. Je me suis engagé, je vous demande de me croire, comme jamais je ne m'étais engagé avant dans ma vie. Je vous le dis ce soir, ici à Villepinte, pendant 5 ans, j'ai tout donné à la France parce que c'est l'idée que je me faisais de mon devoir de président de la République. J'ai tiré les leçons des réussites et des échecs. Mais à vous, mes amis, je veux le dire, je n'ai rien perdu de ma foi dans l'avenir. Je n'ai rien perdu de mon envie d'agir, de mon envie de faire bouger les choses et par-dessus tout, de ma confiance dans le génie de la France. La grande leçon que je tire de ces 5 années, c'est que l'immobilisme nous est absolument interdit. Il est interdit pour la France, mais il l'est tout autant pour l'Europe. Parce que nous avons rendez-vous avec un nouveau monde qui est en train de naître, alors que l'ancien n'en finit pas de mourir sous nos yeux. Je veux être le président du peuple de France parce que c'est l'avenir du peuple français qui est en jeu. Parce que c'est des profondeurs de notre pays que viendront le courage, l'intelligence, l'énergie dont la France a besoin. C'est des profondeurs du peuple que viendra le sursaut qui permettra à la France d'être au rendez-vous de l'histoire et à nouveau d'étonner le monde. Je veux parler directement au peuple français. Je veux parler à tous ces Français qui ont souffert des crises, à tous ces Français qui ont le sentiment qu'ils ne maîtrisent plus leur vie et qu'ils sont dépossédés du choix de leur existence. Je veux parler à cet agriculteur qui se sent à la merci du spéculateur qui, à l'autre bout du monde, joue avec le prix de sa récolte. Je veux parler à l'ouvrier qui vit dans la hantise de la délocalisation. Je veux parler à l'employé, aux cadres qui subissent depuis des années des réorganisations incessantes et qui savent que leur sort est suspendu.
au jeu de la spéculation boursière. Je veux parler au patron de la PME dont la vie est à la merci du dumping de sa banque et à l'industriel dont les ventes à l'exportation sont suspendues, non pas à la qualité de ses produits, mais à l'aléa scandaleux des monnaies. Je veux parler à l'artisan qui ne supporte plus les contraintes. Je veux parler à l'habitant du village dont le médecin ne trouve aucun successeur au moment de partir à la retraite. Je veux parler à celui qui est le plus vulnérable, qui est le premier licencié quand ça va mal et le dernier repris quand ça va mieux. À celui à qui on a dit longtemps qu'il était trop jeune et auquel on dit aujourd'hui qu'il est trop vieux. Je veux parler au Français qui a le sentiment qu'il n'a pas le droit de garder son identité, qu'on le veut lui imposer un mode de vie qui n'est pas le sien. Je veux parler à tous les Français qui finissent par avoir envie de répondre non à tout, parce qu'ils ont le sentiment que c'est la seule liberté qui leur reste. Eh bien moi, mon projet, il est simple. Je veux rendre à chacun la maîtrise de son destin. Alors après 4 années d'épreuves, le moment est venu de tirer les leçons de ces crises. Je veux le dire aux Français, mais j'ai un message pour tous les Européens. Si nous voulons préserver notre mode de vie, si nous voulons préserver notre modèle de civilisation, si nous pensons que le bonheur est encore une idée neuve en Europe, alors l'Europe ne doit plus être une menace, elle doit être une protection. Toute ma vie, et vous le savez, vous ici, toute ma vie, j'ai cru en l'Europe. Toute ma vie, j'ai voté pour l'Europe. Toute ma vie, j'ai défendu l'Europe. Et rien, ni personne ne me fera être parjure à mon idéal européen. Ce que les hommes ont construit avec l'Europe est sans doute ce qu'il y a de plus beau, de plus noble, de plus juste au service de la paix et de la réconciliation qui ait jamais été inventé. Mais je veux le dire avec solennité et avec gravité. Dans le monde tel qu'il est, une Europe qui ne tirerait pas les leçons de la crise, une Europe qui, au lieu de protéger, rendrait impossible toute protection, une Europe qui, au lieu d'être un moyen d'agir, deviendrait un facteur d'impuissance, serait une Europe qui non seulement ne résisterait pas aux crises futures, mais qui trahirait son ambition initiale et le rêve de ses pères fondateurs. D'abord, il a fallu sauver l'euro et sauver l'Europe. Nous l'avons fait. C'est un immense soulagement. C'est une grande victoire pour la France. Honte à ceux qui, au nom d'intérêts partisans, n'ont pas eu le courage de voter en faveur du nouveau traité européen. Que disent-ils aujourd'hui aux Français, alors que la crise grecque est derrière nous? Refusent-ils toujours les choix de la France, au seul motif qu'il leur faudrait être contre le président de la République? Renier à ce point son idéal européen, c'est simplement indigne. Alors maintenant, pour les Européens que nous sommes, nous attend une tâche absolument immense: changer l'Europe. L'Europe ne peut pas être la seule région du monde à si mal faire respecter ses frontières. L'Europe ne peut pas être la seule région du monde à si peu défendre ses intérêts. L'Europe ne peut pas être la seule région du monde à ignorer à ce point les angoisses de ses citoyens. Une Europe qui ne défendrait pas ses frontières, ses intérêts, ses citoyens. Une Europe qui ne penserait qu'aux consommateurs, jamais aux producteurs. Qui oublierait que derrière le consommateur, il y a le travailleur. Je le dis, cette Europe serait condamnée parce qu'elle serait la cause de trop de tensions, de trop de souffrances, et parce qu'au bout du compte, en faisant souffrir les gens, l'Europe trahirait son idéal, qui est un idéal d'humanisme.
Mais je vais aller plus loin. Car il est temps de dire toute la vérité aux Français et aux Européens. Si la France a choisi d'exercer sa souveraineté avec ses partenaires européens, je conteste le mot d'abandon de souveraineté. La France a choisi d'exercer sa souveraineté avec ses partenaires. C'est au nom d'un idéal humaniste, farouchement opposé à la sauvagerie, à la barbarie dans lesquelles 2 guerres mondiales et le crime inouï de la Shoah avaient failli anéantir pour toujours ce que j'appelle la civilisation européenne. Si la France a choisi de partager sa souveraineté, mes chers amis, c'est pour être plus forte, pas pour être plus faible. C'est pour promouvoir une civilisation et des valeurs européennes, pas pour les laisser détruire. C'est pour être mieux protégée, pas pour être plus vulnérable. Si la France accepte la libre circulation à l'intérieur de l'Europe, c'est pour que les frontières de l'Europe soient mieux défendues, non pas moins. Alors au point où nous en sommes arrivés, l'Europe doit reprendre son destin en main, sinon elle risque la dislocation. L'Europe, pour reprendre son destin en main, doit affirmer une volonté, sa volonté politique. L'Europe ne peut pas être le jouet des seules forces de la concurrence, du marché et de la loi des pays les plus forts dans le monde. Durant les crises qui ont ébranlé l'Europe, nous avons pris nos responsabilités politiques. La France s'est engagée avec l'Allemagne. Nous avons fait prendre des décisions fortes, incroyables, pour que l'acquis de 60 ans de construction européenne ne soit pas emporté. Eh bien, aujourd'hui, il faut à nouveau affirmer des choix politiques structurels à la hauteur de la situation. Rappeler nos principes, c'est affirmer que rien ne serait plus contraire à l'idéal européen que la peur de l'étranger, que la haine de l'autre, que le repliement frileux sur soi. Mais dans la situation économique et sociale qui est la nôtre, si l'Europe ne maîtrise pas les entrées sur son territoire, elle ne pourra plus accueillir dignement ceux qui arrivent. Elle ne pourra plus répondre à la demande d'intégration de ceux qui ont tant de mal à trouver leur place dans notre société. Elle ne pourra plus financer sa protection sociale. Cette vérité, mes chers amis, il faut l'entendre, car elle est l'exacte description de la réalité que vivent chaque jour nos compatriotes et 450 millions d'Européens. Alors les accords de Schengen ne permettent plus de répondre à la gravité de la situation. Ils doivent être révisés. Il faut mettre en œuvre pour Schengen une réforme aussi structurelle que celle que nous venons de mettre en œuvre pour l'euro. On ne peut pas laisser la gestion des flux migratoires entre les seules mains des technocrates et des tribunaux. Les décisions d'entrée sur notre territoire doivent être l'expression d'une volonté politique décidée par la souveraineté nationale. Il faut un gouvernement politique de Schengen, comme il y a désormais un gouvernement économique de la zone euro. Il faut une discipline commune dans les contrôles aux frontières, comme il y a une discipline commune en matière de finances publiques dans la zone euro. Il faut pouvoir sanctionner, suspendre ou exclure de Schengen un État défaillant, comme on peut sanctionner un État de la zone euro qui ne remplirait pas ses obligations. Il faut des instruments de gestion des crises qui permettent d'assister les pays confrontés à des circonstances exceptionnelles et un front commun dans la lutte contre le trafic de malheureux immigrés clandestins. Comme pour l'économie, il faut une convergence renforcée en matière de droit d'asile et de droit des étrangers. Il y a urgence, car il n'est pas question que nous acceptions de subir
les insuffisances de contrôle aux frontières extérieures de l'Europe. Je suis décidé à m'engager totalement pour que ces principes soient mis en œuvre, parce que c'est la seule façon d'éviter l'implosion de l'Europe. Mais si je devais constater que dans les 12 mois qui viennent, il n'y avait aucun progrès sérieux dans cette direction, alors la France suspendrait sa participation aux accords de Schengen jusqu'à ce que les négociations aient abouti. Mes chers amis, je crois à la logique des droits et des devoirs. Je crois aux valeurs de la solidarité, mais en complément de celles de la responsabilité. L'Europe ne peut être un ventre mou, un espace ouvert à tous les vents. L'Europe doit redevenir un idéal, une volonté et une protection. Et si les responsables politiques veulent être entendus, ils ne doivent plus se contenter de faire des discours, ils doivent prendre des engagements avec des dates et des décisions. Voilà comment on construira l'Europe de demain. Et en son temps, si le général de Gaulle n'avait pas fait ce qu'il a fait et dit ce qu'il a dit, l'Europe n'existerait plus aujourd'hui. Mais je veux prendre un autre engagement devant vous. Un engagement encore plus important à mes yeux, s'agissant du libre-échange. L'Europe est ouverte. L'Europe commerce avec le monde entier. L'Europe récuse le protectionnisme qui ne sera jamais la bonne réponse. L'Europe croit à la concurrence loyale. L'Europe rejette la guerre commerciale. Mais il faut que le droit du travail, que le droit de l'environnement, que l'équité entre les monnaies ne soit pas systématiquement bafouée et que soient mis à égalité ces droits essentiels de la personne humaine avec le droit du commerce. Il n'y a pas que le droit du commerce dans les rapports entre les grands pays du monde. Il y a des hommes qui souffrent. Il n'y a pas que le commerce. Alors, une nouvelle fois, je vais vous proposer un choix politique majeur, car la technocratie ne peut plus être seule à décider. Les objectifs des négociations commerciales de l'Europe avec nos gros partenaires doivent être définis par les chefs d'État et de gouvernement. La Commission doit les appliquer et en rendre compte au Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Le libre-échange, oui. La concurrence déloyale, non. Je veux vous dire une chose que vous ignorez peut-être. L'Europe a ouvert tous ses marchés publics. D'autres grands pays dans le monde n'en ont ouvert aucun. Agir ainsi, accepter que nous ouvrions tous nos marchés publics, quand les autres n'en ouvrent aucun, c'est accepter d'être une Europe passoire. Et moi, je veux une Europe politique qui protège les citoyens européens. La réciprocité que nous exigeons, ce n'est pas le protectionnisme, c'est la volonté d'une concurrence loyale entre les grands marchés du monde. Savez-vous, mes chers amis, je veux le dire aux Français, depuis 1933, l'État américain est contraint par la loi à n'utiliser que des produits fabriqués en Amérique dans les marchés publics. Depuis 30 ans, les Américains ont étendu cette obligation à tous les marchés d'infrastructures autoroutières et de transport en commun qui bénéficient de subventions gouvernementales. S'il y a une subvention gouvernementale versée pour une autoroute ou pour un chemin de fer, alors le marché qui est engagé ne peut être accordé qu'à une entreprise qui fabrique aux États-Unis. Aux États-Unis, mieux, depuis 3 ans,
Tous les plans de relance financés avec de l'argent public sont soumis à la règle de fourniture par des entreprises qui fabriquent aux États-Unis. Alors je veux ici à Villepinte poser solennellement cette question. Pourquoi ce que les États-Unis, pays le plus libéral du monde, s'autorisent, l'Europe devrait se l'interdire? La France demandera que l'Europe se dote d'un Buy European Act sur le modèle du Buy American Act. Ainsi bénéficieront de l'argent public européen les entreprises qui auront choisi de produire, de fabriquer en Europe. Et peu importe leur nationalité, je vais m'engager totalement dans ce combat parce qu'il est juste. Si dans les 12 mois qui viennent, aucun progrès sérieux sur l'exigence de la réciprocité avec nos principaux partenaires n'était enregistré, alors la France appliquera unilatéralement cette règle jusqu'à ce que les négociations aboutissent. Mes chers amis, les États-Unis, qui sont nos amis, nos alliés, nos frères d'armes, nos partenaires, ont une législation qui oblige à réserver une partie des commandes publiques à leurs petites entreprises. Je ne vois pas pourquoi ce que font les États-Unis, pays le plus libéral du monde, l'Europe s'interdirait de le faire. La France exigera que désormais les PME européennes aient une part des marchés publics qui leur soit réservée. Si au bout d'un an, nous n'avons pas progressé, la France appliquera unilatéralement sa propre charte des PME jusqu'à ce que les négociations aboutissent. Je veux que vous me compreniez bien. Ce sont les Européens convaincus qui changeront l'Europe. Ce ne sont pas les adversaires de l'Europe qui sont crédibles pour changer l'Europe. Cette responsabilité, elle est historique, c'est la nôtre. C'est parce que je suis un Européen convaincu que je veux faire changer l'Europe. C'est parce que je crois au libre-échange que je ne veux plus de cette concurrence sauvage, sans règles, sans limites, sans équité, qui tire tout le monde vers le bas. Le jour où nous n'aurons plus d'usines, qu'irez-vous dire aux ouvriers qu'il faut qu'ils croient en l'Europe? Eh bien, ce jour-là, les ouvriers vous tourneront le dos et il sera trop tard pour leur dire « ne vous abstenez pas ou ne votez pas pour les extrémistes ». Voilà pourquoi j'appelle au réveil de l'idéal européen. Et oui, si la France ne prend pas ses décisions, personne ne les prendra. Si la France n'agit pas, il ne se passera rien. Et s'il ne se passe rien, croyez-vous, mes chers amis, que les peuples d'Europe supporteront encore longtemps les images de violence qu'ils ont vues en Grèce? Et quand ça se passera plus près de chez nous encore, et peut-être encore chez nous, à ce moment-là, chacun se dira que l'Europe, ce devait être une réalité et pas simplement une idée. Que l'Europe, c'est une réalité dans la vie de tous les jours de ceux qui souffrent et pas simplement un élément de colloque pour des intellectuels qui se regardent avec un petit miroir en ignorant complètement la réalité de ce que vivent les Européens. Oh, bien sûr, ce que j'ai dit devant vous, je vais être critiqué, je vais être attaqué, mais je m'en moque parce que j'ai dit la vérité, parce que c'est ma conviction, parce que c'est ce que chacun de vous pense au fond de soi, sans oser le dire. Il est temps de dire les choses telles qu'elles sont pour rendre la parole politique crédible dans notre pays. Oui, mes chers amis, laissez-les mentir, laissez-les se parler entre eux. Nous avons autre chose à faire
c'est autre chose. C'est le peuple de France. Alors voilà mon projet pour la France. Mon projet pour la France, c'est le même que mon projet pour l'Europe. Je ne fais pas de différence entre l'Europe et la France. Je veux réconcilier. C'est mon ambition, c'est mon rêve. J'allais dire, c'est ma passion. Réconcilier l'Europe du non et l'Europe du oui. La France du non et la France du oui. Ça me paraît tellement plus utile que de parler de la France de droite, la France de gauche et la France du centre. Je veux réconcilier la France qui se sent fragilisée, qui se sent dépossédée de tout ce à quoi elle tient, avec la France qui veut répondre à l'appel du grand large. Oui, mes chers amis, on va gagner parce que nous seuls avons compris que ces deux France ne sont pas antinomiques, que la France a besoin de tous ses enfants, de tous ses talents, que la France a besoin de ses enfants qui ont peur, comme de ces enfants qui rêvent que du grand large, qu'ils font partie d'une même nation. Et c'est la première tâche du président de la République que de faire la synthèse et la cohérence de ces deux France. La synthèse et la cohérence, on peut la faire par un mot magique, qui est le mot travail. Parce que c'est le travail de tous qui fait la force d'un pays comme la France. Le travail, c'est le socle. Le travail, c'est le moyen. C'est le travail qui crée le travail. En partageant le travail, on le détruit. Les 35 heures ont sapé la valeur du travail dans le cœur et dans l'esprit des Français. Il ne faut pas laisser partir nos emplois industriels. Je le dis là encore en prenant mes responsabilités. Si pour sauver notre industrie, l'État doit investir comme je l'ai fait avec Alstom, alors l'État investira. Et je le dis aux ouvriers de Florange, de Gandrange, de Dunkerque et de Fos. Si un secteur comme la sidérurgie devait être menacé de disparaître pour des raisons conjoncturelles, alors je n'hésiterai pas à investir des moyens publics parce que la sidérurgie n'est pas un secteur du passé, qu'elle est un secteur de l'avenir et qu'il n'y a pas d'économie puissante sans une sidérurgie puissante. Au fond, je n'accepterai pas que l'on fasse disparaître la sidérurgie française comme on a laissé partir la chimie et Péchinet. Je défendrai avec la même force notre industrie nucléaire, capitale pour notre indépendance, pour notre compétitivité. Peut-être l'une des visites les plus bouleversantes pour moi fut celle aux ouvriers de Fessenheim. Je veux m'adresser à eux ce soir. Je n'ai pas oublié ce qu'ils m'ont dit. Ouvriers dans la centrale nucléaire, la plus ancienne de France. Ils m'ont dit, Président, ils nous ont vendus sur le tapis vert de la négociation électorale. Ne nous laissez pas tomber. Je dis à ces ouvriers, j'en fais le serment devant vous, nous défendrons l'industrie nucléaire française. Je veux que dans les 5 ans, la France soit le pays le plus avancé dans la révolution écologique et dans la révolution numérique. La France ne doit pas suivre le mouvement, elle doit le précéder. J'ai dit qu'en 2016,
La France aura un budget à l'équilibre parce qu'on n'est pas indépendant et on n'a pas la maîtrise de son destin lorsqu'on croule sous les déficits et sous les dettes. Que proposent ceux qui s'opposent à cette stratégie? Rien. Comme si dans cette campagne, la bonne stratégie serait « je ne vois rien, je ne pense rien, je ne dis rien, car au final, je ne crois en rien ». Eh bien, c'est l'inverse de ce que nous voulons faire. J'ai dit que la décision de réformer les retraites était une décision juste. C'était une décision sociale. Que ça l'a permis à 15 millions de retraités d'assumer la maîtrise de leur destin et de ne pas être obligés de dépendre du travail de leurs enfants. Je dis qu'une génération qui laisse à la génération suivante des comptes en déséquilibre, c'est une génération qui devrait avoir honte devant le regard de ses enfants. Je souhaite que dans l'entreprise, les accords compétitivité-emploi permettent aux chefs d'entreprise et aux salariés de discuter librement, parce que dans le monde qui est le nôtre, la loi ne peut plus tout prévoir, tout organiser, tout régler et surtout tout empêcher dans l'entreprise. Il faut de la liberté, il faut du pragmatisme, il faut de la souplesse, il faut de la responsabilité. J'ai promis que chaque chômeur aurait un droit à une formation, quel que soit son âge, quel que soit son statut, parce qu'on n'est pas fichu, parce qu'à 57 ans, on perd son emploi. Mais je dis avec la même force que celui qu'on aura formé sera obligé d'accepter l'offre d'emploi qui lui sera proposée. Nous allons déclencher le deuxième plan de rénovation de nos quartiers. J'ai entendu ce que tu as dit, Jean-Christophe. Je veux le dire solennellement. Je n'ai aucune leçon à recevoir d'une gauche qui a laissé les banlieues dans un état lamentable à la fin des années 90. C'est la gauche qui a abandonné les quartiers. C'est la gauche qui a laissé tomber les habitants des quartiers. C'est la gauche qui a voulu la paupérisation et le communautarisme dans ces quartiers. Et c'est nous qui avons prévu 45 milliards d'euros pour que nos compatriotes dans les quartiers puissent vivre dans des conditions décentes, parce qu'ils y ont le droit et parce que nous voulons les respecter. Et c'est parce que nous les respectons que nous leur disons: vous avez des droits, mais vous avez également des devoirs. Voilà le message pour les banlieues de France. C'est pour rendre la maîtrise de leur destin à des femmes que nous avons voulu interdire la burqa sur le territoire de la République française. Parce que sur le territoire de la République française, les femmes et les hommes ont les mêmes horaires à la piscine, les mêmes médecins à l'hôpital et les enfants le même menu à la cantine publique. Et si j'ai fait de la place pour les enfants handicapés à l'école une priorité, c'est parce que je veux qu'ils partagent la vie, les jeux, les passions des autres enfants, parce que le handicap peut arriver à chacun d'entre nous, parce que la façon dont on traite les handicapés, c'est la façon dont on regarde la dignité de la personne humaine. Enfin, si je veux donner à la victime
le droit de faire appel dans les procès d'assises, c'est parce que je veux que la victime ait les mêmes droits que le coupable. Je ne veux pas d'une justice de la vengeance, mais je veux que la victime puisse donner son avis sur la sanction et sur la décision de libération. Alors, mes chers amis, je mesure ce qui reste à accomplir. Aidez-moi. Aidez-moi. Nous avons 2 mois. 2 mois pour bâtir la plus formidable aventure. 2 mois pour bousculer les certitudes. 2 mois pour tout renverser. 2 mois pour les faire mentir. 2 mois pour faire triompher la vérité. 2 mois pour que la France que vous représentez, cette France, c'est la France de Jeanne d'Arc, c'est la France de Victor Hugo, c'est la France de De Gaulle, c'est la France de Schuman, c'est la France de Monet, c'est la France des humanistes. Aidez-moi. Nous sommes le peuple de France qui a foi dans l'humanité, qui a foi dans le progrès. La France est grande parce qu'elle est grande pour les autres. C'est cette France que je veux construire avec vous. J'ai besoin de vous. Vive la France et vive la République! Voilà, fin du discours de Nicolas Sarkozy. 1 heure, un tout petit peu plus d'1 heure de discours ici à Villepinte. On va y revenir bien sûr avec Roland Quérol. Premier baiser a été pour Carla Bruni Sarkozy, sa femme. Vous le voyez sur ces images, Nicolas Sarkozy actuellement qui embrasse les personnalités du premier rang. Rachida Dati à l'instant, Gérard Depardieu, Rachida Dati, la voilà. Bernard Accoyer juste à côté, Jean-Pierre Raffarin, autrement dit tous ceux et toutes celles qui étaient au tout premier rang de ce meeting dans ce grand hall 6 du parc des expositions de Villepinte. Le président sortant, le candidat devrait maintenant remonter les travées de cette salle pour aller rencontrer quelques militants après avoir serré la main et avoir embrassé donc tous ses premiers soutiens, membres du gouvernement.
soutiens amicaux également. On a vu Christian Clavier qui était aux côtés d'ailleurs, Roland, de François Fillon, tout simplement, le Premier ministre. Sur le fond de ce discours, Roland, que faut-il en garder? Un grand dégagement sur l'Europe, c'est peut-être la surprise de cet après-midi, ça. Oui, c'est vrai. On avait bien le sentiment qu'il fallait qu'il nous fasse un discours programme qui englobe un peu un certain nombre de choses qu'il nous avait dites déjà sur le plan économique et social. Et parler de la France dans l'Europe, parler de l'Europe tout court, parler de la France dans le monde, c'est un des moyens de mettre en perspective toutes les réformes dont nous a parlé le candidat Nicolas Sarkozy pour un éventuel second mandat. Et il l'a fait à nouveau, comme il le fait depuis 15 jours, 3 semaines, dans une perspective, évidemment il nous dirait il ne faut pas parler de peuple de gauche, peuple de droite, il n'y a qu'un peuple de France uni, mais le vocabulaire qu'il utilise est un vocabulaire clairement à droite. Il s'agit par exemple pour l'Europe de mettre vraiment l'Europe au pied du mur. C'est la France qui entend parler à l'Europe et poser ses conditions pour créer par exemple un Small Business Act à la française ou pour restreindre nos marchés publics à nos entreprises fabricantes en Europe, à l'image de ce que font les Américains. Et Nicolas Sarkozy nous a dit « Je donne un an à une négociation européenne pour aboutir, sans quoi la France le fera unilatéralement ». C'est la première fois depuis le début de la construction européenne qu'on voit ce type de mise en demeure, sans quoi on fait notre politique sans l'Europe. Il y a là une mise en cause qui va plus loin encore que ce qu'il avait fait dans tous ses discours. Devant une famille politique qui a été divisée sur l'Europe, c'est vrai, il y a déjà maintenant un certain temps, ça nous ramène à Maastricht. Il veut réconcilier la France du oui, la France du non, a-t-il dit? Oui, il veut réconcilier la France du oui et la France du non sur des thèmes assez durs pour ceux qui ont voté oui. Alors que lui, il est un homme qui a voté oui, là il épouse quand même beaucoup de réserves à l'égard de la politique européenne actuelle. Il veut faire, comme il l'a dit, bouger l'Europe, il veut changer l'Europe et il veut le faire à coup de boutoir. Ça, c'est une tonalité assez nouvelle dans son discours. Alors, est-ce que selon vous, les annonces qui ont été faites cet après-midi sur l'Europe par le candidat Nicolas Sarkozy risquent de faire réagir nos voisins européens, à commencer par Angela Merkel, peut-être? À mon avis, en tout cas, ça va les laisser perplexes parce que la plupart des dirigeants des grands pays européens ont fait savoir leur soutien à Nicolas Sarkozy dans cette campagne. Ils sont donc d'accord a priori avec la ligne de Nicolas Sarkozy, mais visiblement ils n'auront pas été mis dans la confidence des propositions d'aujourd'hui. Donc ils ne peuvent pas réagir trop négativement puisque c'est leur ami et le candidat qu'ils soutiennent. Mais je pense qu'il doit y avoir une certaine perplexité dans les chancelleries européennes. On va voir ça dans les heures et les jours qui viennent. Absolument. On a l'habitude de les voir maintenant, ces images, Roland. Ce bain de foule du candidat à la sortie du meeting, suivi par sa femme, Carla Bruni Sarkozy. On avait vu la même chose à Marseille. On le voit d'ailleurs quasi systématiquement maintenant à la sortie des meetings. Gérard Depardieu en arrière-plan également. Alors, contrairement à ce à quoi nous avions assisté au tout début du meeting, là, il a terminé cette heure de discours. Il peut là aussi se lâcher d'une certaine manière, aller réellement à la rencontre de ceux et celles qui sont venus assister à ce fameux discours cet après-midi. Ouais, il a tout de même un timing d'enfer.